Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mes dernières lectures parce que j'ai fini 3 livres cette semaine. Donc je voulais vous en parler parce que ça a été 3 bonnes lectures, même si une d'entre elles est quand même une petite déception, mais je vais m'expliquer. D'ailleurs je vous propose de commencer directement par celui-ci. Donc il s'agit de La concubine, impératrice orchidée, le tome 1, d'Anne Chimine. Donc aux éditions J'ai lu. Alors, cet ouvrage, que dire sur cet ouvrage? Je vais déjà commencer par le résumé. Donc on va suivre Orchidée, qui est une jeune fille issue de la noblesse chinoise pendant l'époque impériale, qui va subir avec sa famille un revers de fortune. Elle va se retrouver à Pékin et elle va devoir trouver un moyen de s'en sortir. Et en l'occurrence, elle va essayer de devenir une des 3000 concubines de l'empereur Xianfeng. Et il se trouve qu'elle est choisie et qu'elle va devenir une des épouses de première importance. Et petit à petit, elle va gravir les échelons jusqu'à devenir l'impératrice Tsuhi, qui a été la dernière impératrice de Chine et qui connaîtra les derniers soubresauts de l'Empire chinois avant sa dissolution. Donc l'impératrice Tsuhi connaît une légende noire dans l'historiographie habituelle. C'est un personnage qui est très connoté négativement. On raconte par exemple qu'elle avait l'habitude de boire tous les matins du lait maternel de certaines de ses servantes pour garder un teint éclatant et une jeunesse éternelle, qui est extrêmement cruelle, etc. Et moi je suis partie dans ce roman avec cet état d'esprit, qu'on allait suivre l'histoire d'Orchidée, que ça allait être une histoire assez sombre. Il faut savoir que je l'avais lu, donc cet ouvrage, je l'ai depuis très longtemps, et je l'avais lu il y a 5 ans, je pense. Et j'avais beaucoup aimé, parce qu'il faut savoir que je voue une certaine passion à l'histoire impériale de Chine, mais que je me rappelais que déjà à ce moment-là, je n'avais pas lu le tome 2, parce qu'à la fin du tome 1, j'avais lu des critiques qui disaient qu'il n'était absolument pas historique et peu vraisemblable. Cette fois-ci, je l'ai relu en ayant lu ces critiques, et la magie s'est complètement évanouie. L'histoire est très bien écrite, elle est très intéressante. Personnellement, j'adore les histoires de concubines, les luttes de pouvoir, et ce genre de choses dans cette société si raffinée et si cruelle qui est la toute fin de l'Empire chinois. C'est bien écrit, on passe un très bon moment. Je le conseillerais d'ailleurs beaucoup si vous souhaitez une jolie histoire pour les vacances. Mais force est de constater que ce n'est pas historique. J'ai du mal à croire que l'auteur qui dit au tout début qu'elle a lu différents types de sources et qu'elle a choisi la plus probable, j'ai du mal à croire que ce soit les résultats auxquels elle est arrivée, parce que ça me paraît assez étrange, même si évidemment je ne lis pas le mandarin et je ne peux pas vérifier par moi-même. Mais j'ai trouvé que c'était un sacré parti pris, parce que du coup, Orchidée, dans ce récit, est vraiment considérée comme l'héroïne d'une histoire et en soi ne fait aucune erreur. Elle est absolument gentille et ne comprend pas pourquoi l'empereur, à un moment donné, ne s'occupe plus que d'elle, comment elle gravit les échelons, etc. etc. Elle tombe sur, notamment, un des personnages principaux est son eunuque, Antehai, qui a été extrêmement critiqué dans l'historiographie et dans les autres romans que j'ai lus sur la fin de l'Empire. Et là, il est absolument dévoué à sa maîtresse et ne fait absolument rien de mal. Bon, je ne vais pas jusqu'à dire que l'impératrice et son eunuque étaient aussi terribles que l'historiographie a voulu nous le faire croire, mais je pense qu'il y a un entre-deux et on n'y est pas. Donc ça donne une vision de l'impératrice qui n'est pas crédible. Absolument pas. Mais c'est un très chouette roman, je le conseille, puisque j'ai aimé ma lecture, je l'ai lu d'une traite parce que c'est passionnant. Simplement, force est de constater que ce n'est pas historique. Donc voilà, lisez-le, parce que c'est un très bon roman et ça donne envie de partir en Chine impériale, mais rappelez-vous quand même que ce n'est pas très crédible. C'est le problème de ce genre de roman, c'est toujours ce qui me fait un peu peur quand je lis des romans historiques, c'est que l'histoire peut être difficile à croire. Et là, malheureusement, on y est. Donc, très bon roman,
à ne surtout pas prendre comme un roman historique. Mais si vous le lisez comme un roman et que vous oubliez que Orchidée est censée être l'impératrice Xixi, ben ça marche très 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 bien. Ensuite, un autre roman, là un véritable coup de cœur. Je parle d'auprès de moi toujours de Kazuo Echiguro. Donc on voit qu'on reste dans la littérature d'Extrême-Orient et le troisième ouvrage vous fera comprendre que je n'ai lu que de la littérature d'Extrême-Orient. Actuellement, je suis en train de lire les Mémoires de Zeus de Maurice Druon, donc je suis retournée dans de la littérature française, mais là j'avais une petite période littérature Extrême-Orient comme ça m'arrive très souvent. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo sur mes conseils pour débuter dans la littérature orientale et extrême-orientale. Ça me ferait plaisir de la faire, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, Kazuo Chigoro, auprès de moi toujours, aux éditions Foyo. Alors, déjà, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre? J'ai ce livre dans ma palle depuis extrêmement longtemps. Pourquoi? Parce que cette couverture a été l'image, il y a fort longtemps, il y a 10 ans, sur un site de fanfiction d'une auteure que j'aimais beaucoup. Et je savais qu'elle aimait énormément cet ouvrage, que c'était son livre préféré, et j'ai toujours voulu le lire. Et j'ai toujours repoussé parce que le résumé ne me donnait pas envie. Pourtant, j'aime la science-fiction, j'aime ce genre d'ouvrage, mais ce livre ne me donnait pas envie. Et finalement, j'ai sauté le pas et j'ai tellement bien fait. Donc de quoi ça parle? On parle de trois personnes, Kat, Ruth et Thomas, qui ont été élevés à Hailsham, qui est une école particulière, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais ils ont grandi là-bas, apparemment depuis leur naissance, et on les retrouve quelques années après, notamment Ruth, qui va petit à petit se souvenir. Pardon, notamment Kat, qui va petit à petit se souvenir et qui va revoir Ruth et Tommy, justement. Et on va découvrir petit à petit une terrible réalité, un destin implacable, et c'est le récit de l'acceptation de ce destin et de ces trois jeunes personnes qui sont complètement tributaires de ce destin et qui ne peuvent pas s'en défaire et qui ne souhaitent d'ailleurs pas échapper à leur destin. Et c'est certainement ça qui est le plus perturbant dans ce récit, c'est que ce qui doit leur arriver est terrible, mais ils ne souhaitent pas s'en défaire parce qu'ils sont tellement imprégnés là-dedans, ils ont été éduqués pour cette raison-là, qu'au final, ils l'acceptent. Et c'est absolument terrible ce qui doit leur arriver. Et petit à petit, on s'en doute de plus en plus au fur et à mesure du récit, et quand la révélation se fait, c'est très perturbant. Je ne vais pas évidemment vous dire de quoi il s'agit parce que ça gâcherait toute la surprise du roman, mais c'est un récit d'anticipation qui m'a bouleversée, aussi dans la manière dont c'est écrit, parce que c'est écrit avec le style magnifique de Kazuo Echiguro, donc c'était très original, extrêmement beau. Je vous le conseille absolument, il est magnifique. Je vous le conseille pas si c'est votre premier récit de roman d'anticipation parce que c'est quand même particulier, mais c'est un classique de la littérature et je pense que tout le monde devrait le lire. Il y a une magnifique réflexion sur l'amitié, sur le don de soi, sur le souvenir. Vraiment, c'est un récit magnifique. Lisez-le, c'est tout ce que je peux vous dire. Et finalement, j'ai lu aux éditions Verdier L'éloge de l'ombre de Junichiro Tanizaki. Alors, déjà, j'ai quelque chose à dire sur l'édition. Je crois que malheureusement, on ne voit pas... Focus. On ne voit pas vraiment bien l'édition, mais les éditions Verdier font ce papier un peu canson pour leurs éditions qui me pose problème parce que je l'ai acheté hier, je l'ai lu hier, et hier à 14h, il était déjà taché, alors que je l'ai simplement mis dans mon sac. Je ne tâche jamais mes livres, et là, il était taché, mon porte-monnaie a dû déteindre, parce que c'était la seule chose verte dans mon sac, donc je ne comprends pas. Ce porte-monnaie, je l'ai depuis presque 10 ans, et il n'a jamais déteint, et là, tout d'un coup, il a déteint. C'est vraiment un papier qui
qui est très désagréable parce qu'on sent qu'il va tout de suite se salir. Il s'est sali au dos aussi, alors je fais extrêmement attention. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qui m'a dérangée, surtout pour le prix, parce que c'est une édition qui coûte quand même cher. Enfin, il coûte 16,50 € pour 100 pages et il était déjà abîmé. Enfin, alors que je l'ai acheté à la gare et que j'ai simplement fait le trajet gare chez moi. Enfin, je n'ai pas fait d'autre trajet avec ce livre. Je n'ai pas mangé en le lisant, absolument rien. Il a été abîmé. Donc, et on sent par la qualité du papier que ça va s'abîmer assez vite. Donc je ne sais pas si c'est le seul livre qui fait ça ou si c'est toutes les éditions Verdier. C'est la première fois que j'ai un livre des éditions Verdier. Mais en tout cas, ça m'a dérangé, surtout pour le prix. Alors, il faut savoir que ce livre, je cherche à le lire depuis très longtemps. C'est un essai d'un des plus grands auteurs de la littérature japonaise sur la conception japonaise de la beauté. Pourquoi est-ce que les Japonais aiment les choses dans l'obscurité? Pourquoi est-ce que toute la culture japonaise se construit pour lui autour de la notion d'obscurité, d'ombre et de ténèbres? Et ça a été une claque monumentale. J'ai regretté tout le long de ce très court essai de ne pas pouvoir parler japonais, de ne pas pouvoir le lire en japonais, parce que je pense que beaucoup de subtilités ont été perdues. La traduction a été faite par René Sieffert et je crois que c'est lui aussi qui a traduit le Dit du Genji, vous savez, ce roman japonais extrêmement important dans la littérature japonaise et aussi internationale. Et du coup, je sais que c'est une très très bonne traduction et ça se sent parce que le texte était lyrique, le texte était extrêmement clair et magnifique. On reconnaît la patte de Junichiro Tanizaki qui est quand même un auteur qui a créé beaucoup de polémiques et qui continue d'en créer. Ça a été magnifique, ça a été un voyage, j'ai compris beaucoup de choses sur la culture japonaise, en tout cas la vision de la culture japonaise par un japonais et un artiste japonais. Beaucoup de passages m'ont semblé extrêmement beaux, notamment un que je voulais vous lire parce que vraiment je l'ai trouvé très 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 beau. Hop, j'essaie juste de le retrouver. Voilà, il parle des pièces d'une maison traditionnelle japonaise et il dit: Nous nous complaisons dans cette clarté tenue, faite de lumière extérieure d'apparence incertaine, cramponnée à la surface des murs de couleur crépusculaire et qui conserve, à grand-peine, un dernier reste de vie. Pour nous, cette clarté-là sur un mur, ou plutôt cette pénombre, vaut tous les ornements du monde et sa vue ne nous lasse jamais. Donc pour moi, c'est le parfait résumé de cet ouvrage. Il est magnifique, il est éclairant. Si vous voulez en savoir plus sur la culture japonaise, sur aussi l'histoire de l'art, la conception du beau dans d'autres cultures, si vous voulez simplement passer un moment de réflexion, aussi sur notre rapport à l'art, je vous le conseille absolument. J'ai trouvé parfois qu'il avait des analyses, notamment sur la culture occidentale, qui me paraissaient un peu rapide, notamment sur pourquoi les Occidentaux aiment la lumière claire et pourquoi il fait un rapport entre le racisme envers les Noirs et l'amour des Occidentaux avec des lumières extrêmement claires et des couleurs vives et leur haine de l'obscurité. Que je ne vais pas expliciter ici. Donc il faut pas analyser ce que je dis avec ce que je viens juste de dire. Je résume. Moi, j'ai eu du mal à... Ça m'a un peu sorti de ma lecture. Je trouvais que c'était particulier et difficilement défendable, mais j'ai compris pourquoi il faisait ce rapport et pourquoi c'était important dans son propos. Mais à part ça, c'était une lecture extrêmement intéressante et je vais continuer à lire du Jinichiro Tanizaki parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup et effectivement, il était magnifique. J'avais entendu parler de ce titre la première fois dans une interview d'Amélie Nothomb qui disait que c'était un de ses romans préférés, enfin un de ses essais préférés. Effectivement, je comprends pourquoi, ça a été magnifique et je ne regrette absolument pas de l'avoir lu. Donc voilà, je vais clore ici mon retour de lecture.
J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée!